Un chiffre d'affaires de 200 milliards, une croissance supérieure à 20%, 3,5 milliards d'utilisateurs chaque jour. Et malgré ça, Meta est non seulement la moins chère des Mag 7, mais elle est également décotée par rapport au S&P. Pourquoi ? Parce que derrière ces chiffres exceptionnels, il y a un doute à 135 milliards de dollars. C'est ce que Meta va investir cette année pour essayer de gagner une course à l'IA dans laquelle elle est en retard. Et donc, la question centrale sur ce dossier, c'est: est-ce que Mark Zuckerberg a raison et est sur le point de faire passer Meta dans une autre galaxie, auquel cas on est peut-être face à une vraie opportunité d'investissement, ou au contraire, est-ce qu'il est en train de casser le modèle en voulant prendre trop de risques? Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour un nouveau deep dive dans lequel on va essayer de se construire une opinion sur Meta en allant creuser ses fondamentaux. Si vous êtes actionnaire, ça peut être un bon moyen de tester vos convictions. Et donc, on commencera notamment par réexpliquer comment Meta gagne de l'argent et ce qui en fait un business exceptionnel. On verra concrètement comment l'intelligence artificielle leur permet de booster d'ores et déjà leur business model, quels sont les nouveaux cas d'usage que l'IA pourrait débloquer. On expliquera aussi pourquoi Meta est perçu actuellement comme un perdant dans la course à l'IA. Quelles sont la stratégie et les choix de Mark Zuckerberg pour rattraper le retard? Dans quelles mesures ces choix vont peser sur la profitabilité de l'entreprise dans les prochaines années? Les leviers qu'ils ont à leur disposition pour atténuer l'impact de l'augmentation des dépenses. On parlera aussi du Reality Labs avec la vision sur les smart glasses et les coupes budgétaires qu'ils sont en train de faire dans la réalité virtuelle. On abordera les 3 principaux risques que je vois sur le dossier aujourd'hui et enfin, on finira par résumer le bull case et le bear case et par analyser la valorisation pour estimer quelle performance on peut attendre en investissant au prix actuel. Bon, vous voyez que le programme est quand même bien fourni. Meta, c'est un dossier que j'ai trouvé vraiment passionnant à analyser, mais c'est un dossier qui est complexe avec un certain nombre de subtilités. C'est une vidéo qui m'a demandé plus de 60 heures de travail entre la recherche et l'écriture, donc si vous appréciez cette analyse, je compte sur vous pour mettre un like et me le dire en commentaire. Ça permettra à la vidéo de mieux se référencer. Et vous pouvez également prendre 2 minutes pour répondre à mon formulaire de 3 questions. Ça me permettra de mieux vous connaître et de mieux répondre à vos besoins dans le futur. Le lien est sous la vidéo. Pour traiter le cas Meta, il faut d'abord repartir de la base. Meta, c'est 5 applications principales: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. Ensemble, ces applis elles rassemblent 3,58 milliards d'utilisateurs quotidiens dans le monde. En gros, ça fait quasi un être humain sur 2 qui utilise au moins un produit Meta tous les jours. Et donc leur activité, elle est très simple, c'est la publicité. Meta, c'est une machine à vendre de l'attention publicitaire, mais pas n'importe comment, puisque leur vraie force, c'est de permettre aux annonceurs, c'est-à-dire aux entreprises qui veulent faire de la pub, de cibler avec une précision chirurgicale les bonnes personnes au bon moment avec le bon message et in fine d'avoir un retour sur investissement plus élevé sur la pub dépensée par rapport aux autres plateformes ou aux canaux traditionnels. S'ils sont capables de faire ça, c'est parce qu'ils nous connaissent très bien. Concrètement, ils collectent une quantité gigantesque de données sur les comportements des utilisateurs. Chaque like que vous mettez, chaque réel que vous regardez jusqu'au bout, chaque pub sur laquelle vous cliquez, chaque produit que vous achetez après avoir vu une pub, tout ça, ça alimente leur base de données et derrière, ils ont des modèles très sophistiqués, capables, à partir de ces données, d'aller chercher la pub qui a le plus de chances de te faire cliquer ou de te faire passer à la caisse. Si je remets ma casquette d'investisseur, cette base de données massive accumulée depuis des années, c'est quelque chose de très difficilement réplicable et donc ça constitue une partie importante de leur avantage compétitif. L'autre grande protection qu'ils ont, et c'est peut-être un des 2 types de mots les plus puissants, ce sont les effets de réseau de leurs différentes plateformes. Plus il y a d'utilisateurs sur leur réseau, plus il y a de contenu, et donc plus il y a d'engagement. Plus il y a d'engagement, plus les annonceurs veulent y être, et plus il y a d'annonceurs, plus Meta gagne de l'argent, et donc plus ils peuvent réinvestir pour améliorer leurs produits, et donc plus ils attirent de nouveaux utilisateurs en retour. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que un réseau social de la taille d'Instagram, c'est pas quelque chose que tu peux recréer du jour au lendemain. Au-delà du nombre d'utilisateurs, c'est vraiment une machine de monétisation. Même un TikTok, qui est le dernier grand réseau à avoir émergé, ils ont réussi à avoir une taille comparable. Mais en termes de monétisation, ça a vraiment rien à voir avec Instagram.
À présent, on va balayer quelques chiffres et vous allez voir à quel point ils ont un business qui est d'une qualité exceptionnelle. En 2025, Meta a généré 201 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une croissance de 22% par rapport à 2024, donc c'est tout simplement vertigineux par rapport à leur taille. Depuis 2016, la croissance annualisée est de 24% et vous voyez qu'on est loin d'être sur une croissance qui ralentit. Et c'est peut-être quand on s'intéresse à la profitabilité que c'est encore plus impressionnant. Donc 2025, on a dit que c'était 201 milliards de revenus pour 83 milliards de dollars de résultats opérationnels, ce qui fait une marge opérationnelle de 41%. Parmi les hyperscalers, il n'y a que Microsoft qui fait mieux. Et pour vous dire à quel point la publicité c'est un business exceptionnel, les 83 milliards de résultats opérationnels de 2025, ils incluent la perte de 19 milliards du Reality Labs dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo, ce qui signifie que la marge opérationnelle sur leur segment Family of Apps est non pas de 41% mais de 50% en réalité, ce qui est assez dingue. Donc oui, Meta c'est un business aux fondamentaux exceptionnels. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que cette forte croissance, top line et bottom line, elle n'arrive pas par magie. Il ne s'agit pas juste d'augmenter bêtement le prix moyen facturé par pub, c'est pas comme ça que ça marche. En réalité, on est plus sur un ensemble de variables que Meta doit continuer à optimiser sans cesse. Et donc, pour continuer à optimiser ces variables et continuer de croître à un rythme aussi élevé, Meta a principalement besoin de l'intelligence artificielle. Ce qui est bien, c'est que de tous les hyperscalers, c'est vraiment Meta qui a les cas d'usage de l'IA les plus évidents au sein de son business. Aujourd'hui, l'IA joue déjà un rôle très important dans plusieurs aspects du modèle. Le premier cas d'usage, c'est la recommandation de contenu. Quand vous ouvrez Insta ou Facebook, l'ordre dans lequel les posts apparaissent et ce qu'on vous propose, tout ça, c'est piloté par des modèles d'IA. Et donc, si vous utilisez leur réseau régulièrement, je pense que vous vous rendez compte d'à quel point leurs algos sont de plus en plus performants. Des fois, c'est limite un peu flippant de voir à quel point l'algo comprend ce qu'on aime regarder ou des trucs qui peuvent nous faire rire, par exemple. Et donc, la finalité, c'est que grâce à l'amélioration des systèmes de recommandation, le temps passé sur leur réseau augmente. Par exemple, en 2025, le temps passé devant des vidéos sur Instagram a augmenté de 30% par rapport à 2024, c'est assez énorme. Ensuite, le deuxième cas d'usage, c'est le ciblage et la monétisation publicitaire. Donc ce sont les modèles dont on parlait juste avant qui arrivent à faire le lien entre les données collectées et les pubs des annonceurs. Concrètement, il y a trois principaux modèles aujourd'hui qui ont chacun un rôle différent. Il y a d'abord Andromeda qui est un peu l'équivalent d'un filtre puissant puisque c'est ce modèle qui est chargé de rétriver une sélection de pubs pertinentes parmi les millions de pubs potentielles. Ensuite, il y a GEM, l'équivalent d'un super cerveau. C'est lui qui va déterminer quelle pub montrer, à quel moment, à quel endroit. C'est un modèle massif entraîné à la même échelle qu'un LLM et qui apprend à la fois du contenu organique et à la fois des publicités. Et ça, sur toutes les plateformes de Meta. D'après le management, il est 4 fois plus efficace que les anciens modèles de recommandation en termes de performance publicitaire. Donc Andromeda et GEM, ce sont les deux améliorations les plus récentes de leur algo publicitaire, puisque les deux ont été lancés courant 2025. Et enfin, il y a Lattice, qui est un modèle qui unifie les signaux publicitaires entre toutes les plateformes. L'objectif derrière ces améliorations pour Meta, il est double. Déjà, c'est simplifier, voire automatiser le paramétrage publicitaire, qui est une étape un peu fastidieuse, et ainsi faire sauter les barrières techniques pour les petits et les moyens annonceurs. Et deuxièmement, être capable d'atteindre des performances supérieures en termes de ROI. Le troisième cas d'usage de l'IA pour Meta, c'est la création de contenu. Alors déjà, l'IA facilite la création de contenu de manière générale parce qu'il y a plein de gens qui se lancent sur les réseaux aujourd'hui parce que l'IA a fait sauter certaines barrières techniques. Sur cet aspect-là, je pense que c'est quelque chose qui va continuer à inciter de plus en plus de monde à se lancer dans les 10 ans qui arrivent. Et donc non seulement il y a plus de créateurs, mais en plus, cette technologie, elle améliore la quantité et la qualité générale des contenus qu'on retrouve sur les réseaux. Et au-delà de ça, Meta a également commencé à proposer des outils de génération de créatifs publicitaires par IA. Concrètement, au lieu de créer un design sur Canva ou Photoshop, les annonceurs peuvent le générer directement dans la plateforme de gestion des campagnes publicitaires. Dans une de leurs dernières publications, ils avaient d'ailleurs partagé que plus d'1 million d'annonceurs utilisaient déjà ces outils, avec plus de 15 millions de créatives générées par mois. Donc c'est un terrain sur lequel ils vont continuer d'avancer, d'autant plus que pour l'instant, il me semble que tu peux générer que des images. Donc j'imagine que quand ils vont être capables de proposer la génération de pubs vidéo, là on va passer un gros step. Tout ce qu'on vient de voir là, c'est l'IA
qui est déjà à l'œuvre aujourd'hui dans leur core business, mais leur vision à moyen terme, elle va beaucoup plus loin que ça, puisque Meta veut devenir en quelque sorte l'agence de pub intégrée de millions de petits et moyens annonceurs. Et sur ce sujet-là, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à comment fonctionne la pub aujourd'hui pour une PME. Donc disons par exemple que vous avez un restaurant et que vous voulez faire de la pub sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, soit vous le faites par vous-même, mais vous n'y connaissez rien et vous perdez du temps, ou soit vous engagez une petite agence qui va vous coûter 1000 ou 2000 euros par mois en plus de votre budget publicitaire. Et qu'est-ce que cette agence, elle va faire concrètement ? Eh bien, elle va créer des visuels, rédiger des textes, configurer les campagnes, optimiser le ciblage et analyser les résultats. Et tout ça, justement, c'est ce que Meta veut automatiser grâce à l'IA. Et le marché adressable, il est énorme puisque ce sont les petites et moyennes entreprises qui composent le gros du marché publicitaire mondial aujourd'hui. Des millions d'entreprises qui n'ont aujourd'hui ni les compétences ni les ressources pour faire de la publicité digitale efficacement, c'est ce qu'on vient de dire. Et donc, si Meta réussit à leur rendre ce service accessible via l'IA, c'est un levier de croissance considérable dans les prochaines années. Donc ça, c'est la vision sur le cœur de métier, on va dire. Ensuite, l'IA pourrait débloquer aussi d'autres moyens de faire de l'argent pour Meta. Déjà, il y a peut-être des cas d'usage qu'on n'a pas encore découverts aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui sont déjà là et qui ont un potentiel significatif, comme par exemple le déploiement des agents IA. Fin décembre, Meta a annoncé l'acquisition pour 2 milliards de dollars de Manus AI, une startup spécialisée dans les agents autonomes qui a eu un succès assez fulgurant puisqu'elle faisait déjà 100 millions de dollars d'ARR 8 mois après sa création. Et donc, les LLM développés par Meta, par définition, ils sont capables de raisonner et de parler en réaction à une question qu'on leur pose. L'acquisition de Magnus, elle permet d'apporter la couche d'exécution autonome via des agents IA capables de réaliser des tâches complexes de bout en bout, sans supervision humaine. Et le double atout immense qu'a Meta sur ce sujet, c'est premièrement le fait que les agents peuvent se nourrir de l'immense base de données utilisateurs et donc qui peuvent être personnalisé, et deuxièmement, sa capacité de déploiement de ce type de service aux 3,5 milliards de personnes qui se connectent chaque jour sur ces applications gratuites. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à les déployer dans leurs offres business, notamment dans Ads Manager, dans Instagram Creator Marketplace et dans WhatsApp Business. Donc concrètement, dans Ads Manager, Manus pourra par exemple analyser la performance des publicités et proposer des recommandations concrètes pour améliorer la stratégie publicitaire. Sur le Creator Marketplace d'Insta, un agent IA pourrait faire des recommandations à un influenceur pour améliorer ses vidéos et attirer de nouvelles marques. Et ça pourrait venir booster aussi l'API de WhatsApp Business. Par exemple, un client envoie un message à votre entreprise sur WhatsApp, Manus vérifie votre agenda, récupère vos tarifs et rédige une réponse professionnelle qui vous propose d'envoyer en quelques secondes. Donc concrètement, ce serait un excellent moyen scalable de dialoguer avec ses clients. Donc les agents IA, c'est un cas d'usage intéressant, c'est pas le seul. Un peu plus tard dans la vidéo, on parlera de ce qu'ils pourraient proposer via les smart glasses par exemple. Mais voilà, l'idée c'est que Meta n'est clairement pas en reste à ce niveau-là, et c'est un très bon point, là où dans d'autres dossiers, on a des fois encore un peu de mal à voir comment on va monétiser l'IA. Mais le truc, c'est que pour réaliser tout ce qu'on vient d'évoquer, il faut quelque chose de fondamental, il faut de la puissance de calcul, c'est-à-dire une grande quantité de serveurs qui vont servir à entraîner et faire tourner les modèles qu'on a évoqués, les agents IA, etc., etc. Et c'est en partie ce qui explique l'explosion des CAPEX et des OPEX attendus en 2026. On rappelle qu'il prévoit de passer de 70 milliards d'investissements en 2025 à 135 milliards de dollars en 2026 dans le scénario le plus élevé, et de 117 milliards de dépenses opérationnelles à 169 milliards, soit une augmentation de 44%. Néanmoins, dans la phrase que je viens de prononcer à l'instant, j'ai pris le soin de dire que ça expliquait en partie l'explosion des dépenses. Et ça, c'est parce que on n'est pas vraiment face à une entreprise qui doit financer simplement sa croissance. Si on veut réellement comprendre le cas Meta, il faut comprendre que l'entreprise est aujourd'hui perçue comme un perdant potentiel dans la course à l'IA, en particulier parce qu'elle n'a pas de modèle de référence, et que Mark Zuckerberg met tout en œuvre, notamment financièrement, pour essayer de rattraper ce retard. Et donc je pense que pour juger correctement la situation actuelle, c'est important de reprendre une certaine chronologie. Donc
Tout a commencé plus ou moins en novembre 2022 avec la sortie de ChatGPT. Donc ça a été un tournant avec une vraie prise de conscience sur le potentiel de l'IA. Et à ce moment-là, Meta fait partie des acteurs les plus avancés en termes de recherche en IA, notamment grâce à son labo Fundamental AI Research, le FAIR, fondé en 2013 et dirigé par un Français considéré comme l'un des pères fondateurs de l'IA moderne, Yann Lequin, qui est désormais bien connu. Et donc Yann Lequin, en 2023, il a poussé en interne pour que le LLM développé par Meta, Llama, devienne open source, ce qui n'est pas le cas des principaux modèles qu'on utilise aujourd'hui, GPT, Claude, Gemini, qui sont des modèles dits fermés. L'idée derrière ce choix de rendre Llama open source, c'était principalement de profiter de toutes les améliorations faites par la communauté, que ce soit pour rendre le travail plus efficient, plus safe, ou que ce soit pour développer de nouvelles applications autour. Donc le modèle appartient toujours à Meta, mais il est rendu meilleur par la communauté. L'objectif étant de combler le gap qui s'était formé justement à ce moment-là avec ChatGPT. Et au début, en vrai, ça marche plutôt bien. Llama 2 et Llama 3, ce sont des succès. Les modèles sont téléchargés des millions de fois. La communauté s'en empare et elle les fait progresser à un bon rythme. Tout se passe plutôt bien, jusqu'à 2 événements en 2025 qui vont un peu faire tout basculer. Le premier, c'est le coup de tonnerre DeepSeek en janvier. Donc DeepSeek, c'est un labo d'IA chinois qui a développé son modèle R1 en s'appuyant en partie sur l'architecture de Llama. Autrement dit, un concurrent a pris le travail open source de Meta, l'a adapté et a réussi à créer un modèle extrêmement compétitif pour une fraction du coût. On rappelle qu'il y a un an, on parlait de performance de ce modèle qui se rapprochait de celle d'un ChatGPT et d'un modèle qui avait été entraîné avec une très faible quantité de GPU sur le papier. Donc forcément chez Meta, ça a l'effet d'une douche froide. On a commencé en interne à douter de la stratégie. Et le deuxième événement, c'est l'échec de Llama 4. Alors Llama 4 sort en avril 2025 et c'est un flop total. Le modèle ne tient pas du tout ses promesses en termes de performance. Certains disent même qu'il est moins bon que les dernières versions de Llama 3. Et récemment, Yann Lequin a même reconnu dans la presse que Meta avait manipulé les tests du modèle lors de sa sortie pour apparaître plus haut dans les benchmarks. Cet échec-là, il marque vraiment un tournant pour Meta, puisque Mark Zuckerberg, qui est en colère après ce qui vient de se passer et qui a perdu confiance en une partie de ses équipes, repasse en founder mode, c'est-à-dire qu'il reprend en main ces sujets-là personnellement, et dans les mois qui suivent, il entreprend une certaine réorganisation de la division IA. En juin dernier, il décide d'investir 14,3 milliards de dollars pour acheter 49% de la startup Scale AI, juste pour mettre la main sur son fondateur Alexander Wang, 28 ans. Il le nomme Chief AI Officer et Zuckerberg va également chercher Nat Friedman, l'ancien CEO de GitHub, pour seconder Wang sur la partie produit. Ces deux nouveaux visages, ils sont nommés à la tête du nouvellement créé MSL, Meta Super Intelligence Labs, et comme le nom l'indique assez bien, ils ont pour mission numéro 1 d'atteindre la super intelligence, la personal super intelligence si on veut être plus précis. Et donc c'est la nouvelle grande vision de Mark Zuckerberg. En gros, développer un modèle avec un niveau d'intelligence qui dépasse celui des meilleurs humains dans leur domaine et le rendre accessible aux milliards d'utilisateurs des produits Meta, d'où la mention de personal. Ce pivot, il faut surtout l'interpréter comme un signal clair que Zuckerberg veut repartir de zéro avec une nouvelle équipe et une nouvelle philosophie et qu'il est prêt à quasiment tout pour lui aussi avoir son frontier modèle. En vrai, on pourrait se questionner là-dessus et se demander si ça tourne pas un peu à la lubie. Peut-être que certains pensent d'ailleurs que Meta ferait mieux de réduire ses dépenses et de se reconcentrer sur son core business. Mais en vrai, ne pas avoir son propre modèle de référence, outre le fait de représenter un coût potentiel significatif à long terme, c'est surtout le risque d'être dépendant d'un OpenAI, d'un Anthropic ou d'un Google. Et il faut se rappeler que ce genre de situation, c'est quelque chose qui avait déjà donné des sueurs froides à Zuckerberg dans le passé, comme en 2021 où Apple, dans sa mise à jour iOS 14.5, avait décidé qu'à présent, chaque application devait demander explicitement à l'utilisateur l'autorisation de le traquer à travers d'autres applications et sites web, ce que bien évidemment la majorité des utilisateurs refusaient, et donc du jour au lendemain, Meta a perdu une partie massive de sa capacité à suivre le parcours de l'utilisateur en dehors de ses propres applications. Or, c'est précisément cette donnée qui alimentait le ciblage publicitaire et surtout la métrique de conversion. Et à l'époque, Meta avait chiffré l'impact à environ 10 milliards de dollars de revenus perdus sur l'année 2022. Donc, on comprend assez bien le traumatisme.
Avec ce remaniement, Zuckerberg, il change aussi son fusil d'épaule vis-à-vis de l'open source. Lui qui, en juillet 2024, publiait un manifeste titré Open Source AI is the path forward, eh bien, il semble maintenant donc donner la priorité à un modèle propriétaire. Si on en croit certains articles, Wang et ses équipes seraient en train de bosser sur un modèle prometteur du nom de Avocado. Sa sortie aurait déjà été repoussée à plusieurs reprises. Initialement, c'était apparemment prévu pour fin 2025. Ça a été repoussé au Q1 2026 et récemment, on a appris que ça ne sortirait pas avant mai prochain. Donc à la fois, ils sont méga pressés, notamment puisqu'ils en ont besoin pour accélérer le déploiement de l'IA dans leur business, mais à la fois, il y a des attentes énormes autour du modèle et ils n'ont pas envie de décevoir en termes de performance une deuxième fois, sachant que ChatGPT, Claude, Gemini, etc. continuent de délivrer régulièrement de leur côté. Maintenant qu'on a compris pourquoi Meta s'apprête à faire exploser le niveau de ses investissements et de ses dépenses, il faut qu'on regarde de plus près à quoi correspondent tous ces milliards exactement. Bon, sur le papier, en vrai c'est assez simple. Cette explosion des CAPEX et des OPEX chez Meta, elle va concerner les deux ressources les plus stratégiques dans la course à l'IA. Premièrement, la puissance de calcul. On l'a dit, le plus gros du cash, il est dépensé là-dedans. Et deuxièmement, les talents, et qui est les chercheurs en IA. Donc quand on parle de puissance de calcul dans ce contexte, on fait référence à une ressource, un peu comme si on parlait d'électricité. Cette ressource, c'est devenu la ressource rare et critique à l'ère de l'IA parce que entraîner ou faire tourner un modèle, ça nécessite l'exécution d'une quantité astronomique d'opérations mathématiques, opérations qui sont réalisées par des serveurs, notamment composés de GPU. Ces serveurs, ils communiquent entre eux et avec l'extérieur grâce à des équipements réseau et ils sont entreposés dans les fameux data centers qui sont alimentés en électricité et refroidis. Concernant la puissance de calcul, je pense qu'il y a deux aspects importants à comprendre. Premièrement, même avec les investissements massifs qu'ils ont commencé à faire, Meta est encore en contrainte de capacité. En gros, ils n'ont pas assez de puissance de calcul pour exploiter toutes les opportunités qu'ils identifient, ce qui signifie qu'en plus des data centers actuels et ceux en cours de construction, Meta loue de la capacité à des tiers. CF, le deal de 27 milliards qu'ils ont récemment fait avec la société Nebius. Le deuxième truc important à comprendre, c'est que les hyperscalers, dans la majorité des cas, ne sont pas propriétaires des data centers. En réalité, ils sont seulement propriétaires de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire des serveurs et des équipements de réseau. Pour ce qui est du bâtiment, ils payent un loyer aux propriétaires, par exemple à la société Equinix. C'est ce dernier qui est responsable de la sécurité, du refroidissement et de l'approvisionnement en électricité. Donc ça, c'est le modèle le plus répandu, mais c'est vrai qu'il y a quand même des cas où Meta est propriétaire de l'infrastructure. En vrai, dans les deux cas, il n'y a pas une grande différence au niveau comptable. Pour ce qui est des serveurs et des équipements réseau, on est sur quelque chose d'assez classique puisque ce sont des dépenses d'investissement, CAPEX. Donc on va retrouver leur valeur à l'actif et au PNL, on aura la charge d'amortissement chaque année. Par exemple, vu que les serveurs sont amortis sur 5 ans, si tu achètes pour 50 milliards de dollars de serveurs début 2026, logiquement, tu vas avoir 10 milliards de charges d'amortissement liées à ces serveurs en 2026, ensuite 10 milliards en 2027 et ainsi de suite. Et pour ce qui est des data centers, donc soit Meta est propriétaire de l'infrastructure et là c'est la même logique que pour les serveurs sauf que la durée d'amortissement c'est pas 5 ans mais c'est 25 ou 30, ou soit Meta signe un bail de location avec la société propriétaire du data center et là comptablement c'est presque comme si Meta était propriétaire du data center dans le sens où il y a un droit au bail qui est enregistré à l'actif du bilan, le total des loyers que Meta doit au passif du bilan, et au PNL, vous avez la charge d'amortissement du droit au bail qui correspond grosso modo au paiement du loyer. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'au 31/12 dernier, la majorité des leases n'était pas encore visible au bilan pour la simple raison que la majorité des leases correspondent à des engagements qui ont été signés, mais que la location n'a pas encore commencé dans la plupart des cas. D'après le dernier 10K, au 31/12, il y avait 35 milliards de dollars de lease en cours, contre près de 104 milliards de dollars de lease qui n'ont pas encore commencé et qui sont donc pour l'instant hors bilan. Donc à date, c'est très difficile d'avoir une idée précise des dépenses relatives aux data centers qui vont tomber après 2026, mais il y a une chose sur laquelle on peut être à peu près certain, c'est que les montants massifs qu'ils investissent ou qu'ils contractualisent aujourd'hui, à un moment donné, ils vont être complètement visibles et c'est quelque chose qui va dégrader la profitabilité de Meta pendant plusieurs années et c'est notamment cet aspect pluriannuel qui fait qu'il faut faire preuve d'une certaine prudence quand on valorise l'entreprise aujourd'hui. Vous inquiétez pas, on va en reparler en fin de vidéo. Ensuite, le deuxième poste après la puissance de calcul, ce sont les salaires des chercheurs en IA. C'est un poste de dépense où Zuckerberg a décidé de casser la tirelire. En juin dernier, il rachète donc
49% de la startup Scale AI pour 14,3 milliards de dollars, simplement pour mettre la main sur Alexander Wang, un jeune prodige de l'IA. Et ça ne s'arrête pas là, puisque ce dernier aurait négocié un sacré package, un des plus importants dans l'histoire de la Silicon Valley si on en croit ce tweet. On parle de 1 million de dollars de salaire de base, de bonus potentiels à plusieurs millions de dollars et surtout entre 100 et 150 millions de dollars de stock options sur 5 ans. C'est huge. J'imagine que Nat Friedman a également eu un beau package, mais en plus de ces deux-là, il y a également tous les chercheurs qu'ils ont ramenés dans leur valise, plus tous ceux que Meta est allé débaucher, notamment chez Google et OpenAI, avec des propositions de package à plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est d'ailleurs quelque chose qui avait été dénoncé par Sam Altman l'année dernière, puisqu'on avait essayé de lui piquer certains de ses meilleurs éléments, mais aussi parce que ça a fait monter drastiquement les enchères dans cette course au talent. Donc tout cumulé, cette réorganisation, elle fait exploser la masse salariale de Meta. Ça n'a pas vraiment été visible sur 2025 puisque ce n'était pas une année complète, mais même si ça pèse beaucoup moins que les investissements dans la puissance de calcul et les infrastructures, il devrait quand même y avoir un impact à partir de 2026. En parlant d'impact, justement, dans leur next call de Q4, ils ont annoncé que le résultat opérationnel serait en croissance en 2026, malgré la forte augmentation des dépenses. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'ils vont, a priori, limiter la contraction du niveau de marge opérationnelle en 2026. Et donc si on dit qu'ils vont faire croître leur revenu de 25% cette année, ce qui est probable, ça voudrait dire que la marge opérationnelle passerait de 41% à 35% au maximum. Alors encore une fois, c'est difficile de savoir quelle gueule auront les niveaux de marge après 2026, mais ce qu'il faut dire, c'est que Meta a plusieurs leviers à sa disposition pour limiter la casse. Le premier levier, c'est tout simplement la croissance. Passer de 41 à 35% de marge opérationnelle, c'est une baisse significative, mais grâce à la forte croissance, ils annoncent quand même un résultat opérationnel en augmentation, et ça, c'est quand même fort. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas pendant combien de temps ils vont continuer à investir massivement comme ça, et jusqu'à quel niveau ils vont aller, mais si ça ne dure que, entre guillemets, quelques années, disons 5 ans, et qu'ensuite ça se calme, eh bien, on peut faire l'hypothèse raisonnable qu'ils arriveront à absorber une partie du choc, simplement grâce à la forte croissance qu'ils ont sur leur core business. Le deuxième levier qu'ils ont à leur dispo, on n'en a pas encore parlé, c'est de continuer à développer leurs puces maison MTIA, qui sont beaucoup plus efficientes que les GPU. L'achat des GPU à Nvidia et à AMD, c'est une grande partie des dépenses d'investissement de l'entreprise, ce qui signifie que c'est le poste qui a le plus de potentiel en termes d'économie. Autrement dit, plus un Meta a besoin de puissance de calcul, plus le fait de développer ses propres puces, qui sont personnalisées pour leurs besoins, deviendra vital pour protéger ses niveaux de marge notamment. Ça, c'est quelque chose qu'un Google, par exemple, a compris bien avant les autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire tourner Gemini à un coût très compétitif. Alors, c'est vrai que Meta n'est pas aussi avancé qu'un Google sur ces sujets, mais ça fait plusieurs années déjà qu'ils y travaillent dessus, et c'est aussi un sujet sur lequel ils sont clairement en train d'accélérer. D'ailleurs, début mars, ils ont annoncé 4 nouvelles puces qui devraient sortir à raison de une puce tous les 6 mois, à commencer par la MTIA 300, qui servira notamment à l'entraînement des modèles de ranking et de recommandations qui requièrent moins de puissance de calcul que les LLM. Ensuite, la MTIA 400 qui est censée sortir courant 2026, qui devrait être une MTIA 300 plus puissante, donc une puce qui devrait être assez polyvalente. Et enfin, les MTIA 450 et 500 attendus pour 2027, qui seront des puces d'inférence capables donc de gérer les tâches d'un LLM, par exemple de la génération d'images et de vidéos. Donc c'est une roadmap qui fait sens, néanmoins il y a quand même un nuage noir à l'horizon sur le sujet, c'est le fait que les problèmes de pénurie actuels sur la RAM, notamment sur la mémoire à large bande passante HBM, pourraient entraver un peu la montée en puissance de leurs puces, même si normalement ils ont sécurisé une bonne partie de l'approvisionnement. Le troisième levier, c'est tout simplement de faire jouer la concurrence sur les GPU. Donc bien qu'ils aient une stratégie définie sur le développement de leurs propres puces, ils ont toujours de grands besoins en GPU. Déjà, ils n'ont pas encore de quoi être autonomes sur l'inférence. Et deuxièmement, pour l'entraînement de leur LLM, il y a encore et toujours une dépendance extrême aux GPU de Nvidia. C'est notamment ce qui explique que fin février dernier, ils ont annoncé un méga deal sur plusieurs années avec AMD, un accord qui pourrait dépasser les 100 milliards de dollars pour l'équivalent de 6 gigawatts de GPU Instinct
MI450. Malheureusement pour Meta, ce ne sont toujours pas des GPU qui pourront entraîner leur LLM. On sera toujours sur une utilisation pour de l'inférence. Le quatrième et dernier levier, c'est le fameux levier de réduction des effectifs. C'est une info qui a pas mal tourné récemment. Meta envisagerait de licencier jusqu'à 20% de ses effectifs, soit plus de 15 000 personnes dans les prochaines années. D'après certaines sources en interne, ça pourrait même être plus. Alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément surprenant, hein. On est dans la lignée d'un Amazon avec cette idée de rendre son organisation plus légère pour traverser les challenges qui arrivent. Financièrement, c'est pas aussi significatif qu'on pourrait le penser. J'ai lu que chez Meta, ça correspondrait à environ 8 milliards de dollars d'économie par an. C'est seulement 4% de leur revenu actuel, c'est pas énorme. Ces derniers mois, les licenciements qu'il y a eu chez Meta, ils ont concerné la division IA suite à la réorganisation entreprise par Zuckerberg. Donc c'est environ 600 personnes qui ont été remerciées à l'automne dernier, dont une partie significative qui fait partie du labo de recherche jusqu'alors dirigé par Yann Lequin. Et justement, ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse pour parler du départ du français. Alors ce que j'ai pu lire dans la presse, c'est que Wang et Friedman, ils sont arrivés l'année dernière avec un style de management, des méthodes, une manière de communiquer qui était très différente de la culture en place chez Meta. Avec eux, apparemment, on est beaucoup moins dans le collaboratif et dans l'académique. Les exigences sont plus élevées, donc assez logiquement, ça, plus les packages dorés avec lesquels les nouveaux sont arrivés, eh bien, ça a créé pas mal de tensions au sein de l'organisation, notamment auprès de ceux qui faisaient partie de cette division. Et donc, en novembre dernier, un peu comme le symbole de la fin d'une ère et du début d'une nouvelle, Yann Lequin a annoncé son départ après 12 ans à faire de la recherche sur l'IA au sein de l'entreprise. Alors officiellement, il a quitté Meta pour aller monter sa propre startup dédiée au World Model, Ami Labs, mais dans les faits, il a été tenu responsable de l'échec de Llama 4. Ensuite, Zuckerberg est allé chercher Wang et du jour au lendemain, Lequin s'est retrouvé dans une situation où il devait reporter à quelqu'un de quasi 40 ans son cadet. Donc ça, plus les nombreux désaccords en termes de vision, il était en effet temps pour lui de tourner la page Meta. Voilà, je ferme la parenthèse. Maintenant, il y a une autre division qui a fait les frais des licenciements massifs, c'est le Reality Labs et en particulier les équipes qui travaillent sur la réalité virtuelle et sur le métaverse. Meta a coupé ou prévoit de couper environ 1500 postes, soit environ 10% des effectifs de la division, donc c'est pas rien. Et ça me fait une très belle transition pour parler des autres activités de Meta, parce que Meta, ce n'est pas uniquement de la publicité sur une suite d'applications. Donc ces autres activités, elles sont regroupées dans ce qu'ils appellent donc le Reality Labs. C'est une division qui existe depuis 2014 avec le rachat d'Oculus et qui regroupe les activités liées au métaverse. En gros, ça va être les casques MetaQuest, la plateforme Meta Horizon et Horizon Worlds, qui étaient vraiment la brique centrale de leur vision sur le métaverse. Et ça regroupe aussi l'activité Wearables, qui comprend principalement les Smart Glasses, donc les Ray-Ban Meta et les Oakley Meta. Il faut savoir que le Reality Labs, c'est un gouffre financier. Sur les 6 dernières années, c'est environ 80 milliards de dollars de pertes. C'est huge. Sur l'année 2025, c'était encore 19 milliards de pertes. Et ils ont dit qu'en 2026, il fallait s'attendre à la même chose avant que ça redescende dans les années suivantes. Donc c'est vraiment une division aux deux visages, puisque ces pertes, elles sont principalement dues à la réalité virtuelle et au métaverse, qui n'ont jamais vraiment réussi à faire décoller. Et de l'autre côté, vous avez les Smart Glasses, qui sont un vrai succès commercial, un peu plus de 2 ans après leur lancement. Dans la dernière publication d'EssilorLuxottica, le management avait partagé qu'ils avaient vendu plus de 7 millions de paires en 2025, soit 3 fois plus qu'en 2024. Et pour l'instant, ce qu'ils ont fait comprendre, c'est que la demande est plus forte que la capacité de production de la boîte franco-italienne. Donc il y a vraiment des résultats très différents chez Meta entre les produits de réalité virtuelle et les Smart Glasses. Et pour stopper l'hémorragie du Reality Labs, Zuckerberg a décidé l'année dernière de drastiquement réduire le budget lié au métaverse et à la réalité virtuelle. Donc ça implique les licenciements dont on a parlé, ça implique aussi les fermetures de studios de jeux vidéo, l'arrêt des ventes de MetaQuest aux entreprises et la fermeture d'Horizon Workrooms, la plateforme de réunion en réalité virtuelle. En début d'année, ils ont partagé que désormais, le Reality Labs consacrera environ 70% de ses dépenses opérationnelles aux Smart Glasses et seulement 30% au reste. En faisant ces choix, forcément, ils s'attirent la foudre de centaines de milliers de gamers et de personnes qui avaient misé sur le métaverse. Mais ce sont en vrai des choix logiques d'un point de vue économique. Ça ne prend pas, donc on coupe et on réalloue là où ça a le plus de chances de rapporter.
Avant de parler des risques, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les smart glasses parce que même si je ne pense pas que ça aura le même destin que les smartphones, c'est vraiment un produit qui est très pertinent pour Meta. Un peu plus tôt, on a parlé de la Personal Super Intelligence, et ben les smart glasses, c'est un peu le cheval de Troie de Meta AI, l'assistant IA de Meta, dans le monde physique des utilisateurs. Aujourd'hui, quand vous utilisez une IA sur votre smartphone, elle ne voit pas ce que vous voyez. Vous devez obligatoirement lui dire ce qui se passe ou prendre une photo et l'envoyer. L'idée avec les lunettes développées par Meta, c'est que Meta AI voit tout ce que l'on voit et entend tout ce que l'on entend en permanence. Alors, ça peut faire un peu flipper, mais c'est la vision de Mark Zuckerberg. Il voit vraiment un futur où les gens portent ce genre de lunettes qui les aident à naviguer dans leur journée et qui génèrent des informations personnalisées directement dans leur champ de vision. Pour lui, il est difficile d'imaginer un monde où des milliards de personnes qui portent déjà des lunettes correctrices ne passeraient pas aux smart glasses. Bon, qu'on adhère ou non à la vision de Mark Zuckerberg, c'est un produit qui reste très pertinent par rapport au core business de Meta. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui utilisent les lunettes pour filmer. C'est vrai que ça a l'air très pratique dans un certain nombre de situations, notamment les situations en mouvement et ou les situations où le créateur a besoin de se servir de ses mains. Donc c'est quelque chose qui alimente déjà une plateforme comme Instagram en contenu vidéo. Ensuite, c'est un point complètement controversé, mais les smart glasses sont une mine d'or potentielle en termes de collecte de données pour Meta. Avec ces lunettes sur le nez, ils savent où vous êtes, ce que vous regardez, ce que vous faites. C'est peut-être le truc qui serait le plus précieux pour eux en réalité. Ils auraient comme ça une connaissance encore meilleure des utilisateurs et ils pourraient être encore plus justes dans le ciblage publicitaire. Et c'est le dernier point, c'est pas un gadget qui va servir uniquement à créer du contenu et à collecter des données. Il y a aussi un vrai potentiel de monétisation directe derrière, au-delà bien entendu de la vente de lunettes. Par exemple, le commerce visuel en temps réel. En gros, tu fais du shopping et tu regardes un objet, un meuble, une paire de chaussures, ce que tu veux. L'IA intégrée le reconnaît, te propose instantanément le site sur lequel il est le moins cher et tu peux finaliser l'achat en quelques secondes via les lunettes et Meta prend une commission sur la vente exactement comme ils font déjà avec les shops Instagram et Facebook. Donc ça, ce serait un premier cas de monétisation. Un autre exemple de monétisation, ça pourrait être tout simplement de la pub à travers les lunettes. Bon là, en revanche, j'y crois un peu moins, ou alors pas comme j'imagine parce que pour moi, ça dégraderait quand même beaucoup l'expérience utilisateur. Mais c'est vrai que ce serait des emplacements supplémentaires via lesquels ils pourraient balancer des pubs. Pour l'instant, ils ne sont pas encore profitables sur les smart glasses. Ils sont vraiment dans la phase où ils essaient de démocratiser le produit au maximum. Tous les ans, tous les 2 ans, ils vont sortir un nouveau modèle. Chaque nouveau modèle, normalement, embarquera de plus en plus de technologies. Donc, je pense que ça va être assez intéressant à observer. Mais a priori, il n'y aura que très peu, voire pas du tout, d'impact positif sur les résultats de l'entreprise dans les 5 années qui viennent. Avant de passer à l'analyse de la valorisation, il faut quand même qu'on s'arrête sur les risques. C'est un sujet toujours très important si on veut tester ses convictions. Et chez Meta, il y en a plusieurs. Pour moi, les 3 risques principaux, c'est dans l'ordre le risque de retour sur investissement insuffisant sur les montants massifs qui sont en train d'investir, le risque réglementaire qui est, je pense, relativement sous-estimé par le marché et le risque, on va dire, financier avec le sujet de l'endettement. Donc le premier risque, c'est le risque de destruction de valeur pour les actionnaires dans le cas où le retour sur investissement ne serait pas à la hauteur des montants colossaux que Meta a commencé à déployer. Quand tu déploies 135 milliards de cash en une année, normalement, tu t'attends à récupérer dans quelques années en cash plus que le montant de départ. Pas être un génie des maths pour s'apercevoir que ça fait un bon gros paquet de cash. Et sachant que Meta a un niveau de marge de plus ou moins 40%, ça veut dire qu'il faudra en théorie générer 2 fois plus de revenus que ce qu'il faudrait de cash, ce qui implique donc une belle accélération de la croissance du revenu sur un nombre d'années, on va dire, suffisant. Alors cette problématique du ROI, elle n'est pas spécifique à Meta et c'est vraiment la question centrale sur laquelle on a le plus d'incertitude actuellement. Maintenant, on a quand même de quoi être raisonnablement optimiste pour Meta. On l'a vu, l'entreprise a déjà de multiples cas d'usage concrets de l'IA. Ça l'aide d'ores et déjà à rendre son business model encore plus performant. On n'est plus sur du conditionnel puisque l'IA leur permet de maximiser les métriques les plus importantes chez eux, comme le prix moyen par publicité, le ROI pour les annonceurs et l'engagement sur Facebook, Instagram, etc. L'autre point qu'on peut soulever, et certains vont peut-être pas être d'accord, c'est une manière un peu différente de voir les choses, qui est de dire que les montants investis actuellement, ils ont moins vocation à aller chercher du ROI
que de protéger le business. Et ça va avec ce qu'on peut lire régulièrement où les CEO des hyperscalers disent on a plus à perdre qu'à y gagner si on décide de ne pas investir autant. C'est aussi ce qu'on a dit plus tôt, si Zuckerberg veut autant son frontier modèle et sa puissance de calcul, c'est parce que ça revient pour lui à acheter son indépendance vis-à-vis des sociétés qui sont propriétaires des grands LLM et de la puissance de calcul. Donc le fait de le voir comme ça ne fait pas disparaître le risque de destruction de valeur, certes, mais ça permet de voir les choses sous un autre angle, celui de la survie de l'entreprise et de son modèle. Ensuite, Meta est exposé à des risques réglementaires et je pense que ce sont des risques à prendre très au sérieux parce qu'ils ont le potentiel de venir gâcher la fête en termes de performance financière. Via ces applications, Meta est exposé à plusieurs trucs. Déjà, ils sont liés à de nombreux procès concernant la protection des enfants, en particulier aux États-Unis. Donc concrètement, il y a des États et des associations de familles qui les accusent de ne pas protéger assez les utilisateurs enfants et ados sur leur plateforme et également d'avoir rendu celle-ci tellement addictive que ça a causé des problèmes de santé mentale chez eux. D'ailleurs, au moment où je prépare cette vidéo, il y a une décision de justice historique qui vient de tomber. Meta a été condamné à payer 375 millions de dollars de dommages et intérêts pour mise en danger de mineurs. En gros, l'État du Nouveau-Mexique a diligenté une enquête où ils ont réussi à prouver que les enfants étaient massivement victimes de sollicitations sexuelles sur les réseaux sociaux et que la plateforme ne parvenait pas à les protéger. Donc ça, c'est pas le seul procès en cours, il y en a d'autres un peu aux quatre coins des États-Unis et notamment en Californie, cette fois-ci sur les conséquences de l'addiction au réseau chez les mineurs. Donc cette dimension-là, elle est quand même à surveiller parce que ça peut avoir des répercussions derrière sur l'évolution de la réglementation. Ensuite, il y a le volet antitrust, donc là ça va être la FTC américaine et la Commission européenne qui chacune de leur côté font la chasse au monopole. Donc concrètement, la FTC cherche à forcer Meta à se séparer d'Instagram et de WhatsApp pour casser leur position dominante sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, les tentatives, elles ont toutes été parées. Fin 2025, un tribunal américain a d'ailleurs rendu un jugement en faveur de Meta, concluant que TikTok et YouTube étaient des concurrents suffisants. Ensuite, on a la Commission européenne qui, en revanche, elle, pose plus de problèmes à Meta. Le dernier fait en date, c'est en décembre 2025 où Bruxelles a ouvert une enquête pour déterminer si Meta abusait de la position dominante de WhatsApp pour avantager son propre service d'agent IA. C'est un point qui pourrait entraver le déploiement des agents IA sur WhatsApp sur le marché européen, qui est, on le rappelle, le deuxième plus gros marché pour Meta. Et Dezio, elle met aussi de grosses amendes. La dernière en date, c'était 200 millions d'euros d'amende en 2025 pour avoir violé le Digital Markets Act. Ce qui était reproché à Meta, c'était son modèle Pay or Consent, un choix binaire qui forçait les utilisateurs soit à payer un abonnement, soit à accepter la collecte totale de leurs données. Et ça nous emmène justement au risque qui pourrait avoir le plus d'impact sur la croissance et la profitabilité de l'entreprise. C'est le fait que de grandes instances, en particulier la Commission européenne, restreignent Meta dans la collecte de données, comme le fait de refuser le Pay or Consent. Ça, c'est quelque chose qui ne paraît rien, mais qui a un impact direct et significatif sur la capacité de l'entreprise à optimiser ses publicités. Et c'est d'autant plus inquiétant que ça pourrait remettre en cause leur vision sur les smart glasses dans une certaine mesure. Alors, on n'en sait rien pour l'instant, mais si la Commission européenne interdit ou restreint très fortement toute collecte de données via les lunettes, eh bien, le modèle long terme pensé par Meta perdrait carrément en pertinence. Et enfin, il y a le risque financier et tous les sujets liés à la dette. Alors, déjà, il faut être honnête, le risque de défaut pur et simple chez Meta, il est quand même très faible. L'entreprise a généré en 2025 75 milliards de dollars de free cash flow net de SBC. Au 31/12 dernier, elle avait 82 milliards de cash au bilan. Une trésorerie donc qui couvre pour l'instant l'ensemble des leases et des emprunts, donc sur le papier c'est très clean. Néanmoins, il y a un élément qui va noircir le tableau dans les prochains trimestres, c'est le sujet des engagements hors bilan. On a commencé à en parler tout à l'heure. Il y a un rapport de Moody's publié fin février dernier qui est assez alarmant sur le sujet. Selon eux, les 5 hyperscalers Amazon, Google, Meta, Microsoft et Oracle ont accumulé pas moins de 969 milliards de dollars d'engagements futurs de lease, dont 662 milliards concernent des baux qui n'ont pas encore commencé et donc qui ne figurent pas au bilan de ces entreprises aujourd'hui. Ce chiffre de 662 milliards, les analystes de chez Moody's nous disent que c'est l'équivalent de 113% de la dette ajustée combinée de ces 5 entreprises. Autrement dit, actuellement, il y a plus de la moitié de la dette réelle de ces boîtes qui n'apparaît pas encore dans leurs états financiers. C'est la preuve qu'il y a un vrai décalage entre l'engagement économique réel de ces entreprises, puisque ce sont des choses qui ont contractualisé, et
ce que leurs états financiers reflètent. Donc ça, c'est un phénomène qui est dû aux normes comptables en tant que telles, on ne peut pas y faire grand-chose, mais voilà, il faut bien l'avoir à l'esprit quand on analyse l'endettement de ces sociétés aujourd'hui. En revanche, là où ça devient réellement problématique, c'est quand Meta commence à faire de l'ingénierie financière pour paraître moins endettée qu'elle ne l'est réellement. Et là, je veux parler de leur projet de data center géant en Louisiane du nom de projet Hyperion. Le coût du projet, c'est environ 30 milliards de dollars. Et pour le financer, Meta s'est associé avec Bluehole Capital, un fonds de private equity. Ils ont créé ensemble un SPV et le deal en gros c'est que Bluehole finance la construction du data center via ce SPV et qu'ensuite Meta loue le data center et en prenne le contrôle opérationnellement. En faisant ça, Meta gagne de la puissance de calcul et les 27 milliards de dettes n'apparaissent pas dans son bilan puisque c'est le SPV qui a levé les fonds. Alors, en théorie, d'après ce que j'ai lu, Meta ne prend pas tant de risques que ça dans cette histoire, puisque si le projet tourne mal, c'est Bluehole et les investisseurs du SPV qui portent le risque de crédit. Mais bon, ça reste en théorie. Et personnellement, je me méfie toujours un petit peu de ce genre de montage financier un peu exotique, on va dire. Au-delà de ça, je pense qu'en faisant ce genre d'opération, Meta envoie un très mauvais signal. Ça envoie le message aux investisseurs de devoir justement redoubler de vigilance quand ils analysent ce dossier, puisque l'entreprise est plus endettée qu'elle n'y paraît. Le niveau de complexité générale augmente encore un peu plus, alors même que c'est un business exceptionnel, c'est un peu dommage. Donc ouais, c'est vrai que globalement, je trouve ça assez négatif. Ça y est, on arrive enfin à l'analyse de la valorisation, mais comme j'ai envie que ce soit aussi la conclusion, on va procéder en 3 temps. On va commencer par confronter le bull case et le bear case, histoire d'avoir une global picture. Ensuite, je vais vous montrer ce que je pense que ça peut donner sur 5 ans en termes de croissance et de profitabilité. J'ai fabriqué un petit modèle. Et enfin, on verra ce qu'on peut attendre en termes de performance au prix actuel de 556 $ sur la base des hypothèses retenues. Donc on commence avec le bull case. Donc si on est bullish sur Meta, on va dire que l'IA booste directement le moteur publicitaire et abaisse les barrières à l'entrée pour les annonceurs et les créateurs. Et donc il y a une bonne probabilité pour que la croissance du revenu réaccélère effectivement dans les prochaines années. Autre point, on a le basculement vers la pub digitale qui n'est pas encore terminé. C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais la tendance long terme pour Meta reste forte. Aujourd'hui, le digital représente la majorité du marché publicitaire mondial, c'est environ 70% d'après ce que j'ai lu, mais c'est un segment qui continue de gagner du terrain année après année et Meta va évidemment en bénéficier dans les 20 ans qui arrivent. L'autre tendance long terme qui va jouer en leur faveur, c'est de manière assez classique la croissance des classes moyennes en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, puisque Meta aujourd'hui monétise assez peu encore ses utilisateurs hors Amérique du Nord et Europe. Ensuite, il y a la résilience naturelle de leur modèle d'enchère publicitaire qui va jouer pour eux. La publicité, ça reste un marché qui est relativement cyclique, mais leur modèle est fait en sorte que quand la demande en pub baisse, les prix s'ajustent automatiquement à la baisse, ce qui a pour effet d'attirer de nouveaux annonceurs plus petits et donc de compenser partiellement un éventuel ralentissement de la croissance. Ensuite, on a le potentiel des autres relais de croissance qui est encore inexploité aujourd'hui. On a parlé des agents IA qu'ils ont commencé à lancer sur le volet business de leur application. Il y a tout ce qui concerne les smart glasses et tous les use cases qui vont être capables de débloquer au fil de l'eau. Donc je pense qu'avec ça, ils ont le potentiel d'aller chercher quelques points de croissance en plus dans les 10 ans qui viennent. Ensuite, on a vu qu'ils ont plusieurs leviers à leur disposition pour maîtriser la hausse des dépenses dans les prochaines années et donc protéger leurs marges. Et dans le cas où ça ne tourne pas comme il avait prévu dans la course à l'IA, ils pourraient décider de réduire drastiquement la voilure en termes d'investissement et de nous faire une sorte de Year of Efficiency 2.0 qui, je pense, referait apparaître assez rapidement leurs fondamentaux exceptionnels. Et enfin, le Reality Labs a atteint son pic de perte d'après le management, ce qui devrait absorber une partie du choc sur la profitabilité dans les prochaines années. Donc voilà, et au contraire, si on voit le verre à moitié vide, on dira que la saturation potentielle du volume publicitaire dans les marchés matures pourrait être un problème. Les cash machines que sont Facebook et Instagram sont aujourd'hui relativement saturées en pub. Les perspectives de croissance en termes de volume, elles sont relativement limitées, notamment donc sur les marchés matures comme les États-Unis et l'Europe, ce qui signifie que la croissance viendra principalement du prix sur ces marchés-là, donc ça va reposer principalement sur la capacité de Meta à optimiser le ciblage notamment.
Dans le même esprit, il y a le risque qu'ils ne parviennent jamais à développer leur frontière modèle et que ça limite significativement l'optimisation de leur moteur publicitaire qui repose sur l'IA et également qui reste dépendant de LLM providers type Google. Ensuite, je l'ai évoqué juste avant, le marché de la publicité est relativement corrélé au cycle économique. Même si Meta, c'est peut-être l'acteur le mieux positionné pour y résister, un ralentissement économique prolongé, eh bien, ça ferait pas du bien à la croissance. Autre point assez simple, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quel niveau vont aller les investissements dans les infrastructures pour l'IA. Plus les hyperscalers déploient de capital et plus il va falloir qu'ils génèrent de la croissance derrière s'ils ne veulent pas détruire trop de valeur. Et je trouve que ça va un peu avec le risque de gouvernance qu'il y a chez Meta. C'est une entreprise où le fondateur est encore aux commandes et a beaucoup de skin in the game, donc ça c'est plutôt bien. En revanche, la structure en dual class shares a pour effet de concentrer le pouvoir de décision dans les mains de Zuckerberg et parfois certains de ses choix sont discutables. Alors on n'est pas sur un Elon Musk non plus, mais c'est quelque chose qui pourrait devenir un problème s'il n'a pas bien retenu la leçon du métaverse. Et enfin, un point d'attention sur l'endettement. Il y a des dizaines de milliards de dollars d'engagement de lease liés aux data centers qui vont tomber dans les prochaines années. Ça va vite être un vecteur de dégradation de la profitabilité, mais c'est surtout quelque chose qui pourrait avoir des effets pervers à moyen terme si ça tourne mal. Allez, on passe sur Excel maintenant. Donc, sur la base de tous les points qu'on vient de citer, en positif ou en négatif, j'ai imaginé ce que pourraient donner financièrement les 5 prochaines années. Alors, je vous préviens, on est complètement sur du doigt mouillé. C'est plus un exercice pour essayer de transposer un scénario futur dans lequel j'ai essayé de grossir le trait. Donc, s'il vous plaît, ne vous basez pas sur ces chiffres pour faire quoi que ce soit. Donc, concernant le revenu, je suis parti sur une accélération de la croissance avec un pic en 2028 et puis un passage un peu abrupt en 2029 avec une croissance qui retomberait à 10% seulement. Et le 2030, il est très conservateur puisqu'on resterait sur du 10% également. Mais vous voyez que la croissance annualisée sur 5 ans serait quand même de 19%, donc ça reste assez cohérent. Ensuite, concernant les cash flows opérationnels, j'ai essayé de répercuter le fait qu'ils vont être gonflés et par les charges de dépréciation et amortissement et par les rémunérations en actions, qui sont, on le rappelle, réintégrées puisque ce ne sont pas des flux de cash. Donc forcément, on aurait des cash flows opérationnels qui augmenteraient plus vite que le revenu sur cette période-là. Et donc les deux variables qui sont importantes dans une logique de projection des free cash flow, ce sont les charges de D&A qui comprennent à la fois l'amortissement des immobilisations corporelles comme les GPU et à la fois l'amortissement des droits au bail qui sont censés représenter les loyers, notamment des data centers dans notre cas. Et la deuxième variable importante, ce sont les SBC. Et donc concernant les charges de dépréciation et amortissement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer un saut dès 2026 où elles ne représenteront plus 10% mais 13% du revenu. Également une augmentation soutenue en 2027 et 2028 du fait de l'impact de l'amortissement des CAPEX et des loyers des data centers qui s'accumulent. Et pareil, une sorte de pic en 2028 et une proportion qui se stabilise jusqu'en 2030, aussi pour montrer que ces charges ne disparaîtront pas, même si la croissance du revenu ralentit fortement. Donc vous voyez que dans ce scénario, on aurait des charges de D&A quasi 5 fois plus importantes en 2030 par rapport à 2025, donc c'est pas une blague. Et enfin, j'ai essayé de montrer des SBC qui explosent en 2026, donc suite au recrutement de Wang, Friedman et de tous les chercheurs IA qui sont arrivés en 2025, et à qui on a offert des stock options très généreux. Si on considère que la période de vesting est de 5 ans, ça veut dire que chaque année, on va avoir une portion des SBC de ces personnes qui va venir dégrader la profitabilité. C'est pour ça que je les ai laissés à un niveau historiquement élevé jusqu'en 2030. Et je pense que la réduction potentielle des effectifs dont on a parlé tout à l'heure n'y changera que très peu. Bon, même s'il est faux, l'atterrissage de ce modèle, il me plaît assez bien, parce qu'on tombe sur un free cash flow qui passerait de 75 milliards en 2025 à 165 milliards en 2030, soit une croissance annualisée de 17%, que je trouve assez crédible pour être tout à fait honnête. Et donc, si on assume que le nombre d'actions en circulation sera le même dans 5 ans, autrement dit que Meta se contentera uniquement de neutraliser la dilution des SBC, ça signifie que les free cash flow par action auront la même croissance que les free cash flow, c'est-à-dire une croissance annualisée sur 5 ans qui pourrait être entre 16 et 18%. Et donc,
au prix actuel de 554 $, ce qui fait un multiple de seulement 19 fois les free cash flow, on pourrait espérer une performance annualisée comprise entre 12 et 31%. Alors moi, ce que je vois surtout avec ce tableau, c'est que s'ils parviennent à faire croître leur free cash flow de 15% par an au minimum et que le multiple dans 5 ans est le même qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'en théorie, votre position de départ aura doublé dans 5 ans, ce que moi, personnellement, je trouve vraiment très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir apporté plein de nouvelles billes pour que vous puissiez juger au mieux ce dossier. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Meta au prix actuel en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo, on se dit à très vite pour une prochaine analyse. C'était Romain, ciao.